Eh bien, ça fait plaisir de revoir un peu de public. Nous avons commencé les premières séances à huis clos, et donc ceux qui voudraient faire du rattrapage peuvent voir les vidéos sur le site du collège. Elles étaient mises en ligne très rapidement après, 2 jours après avoir été données. Mais je vais peut-être vous récapituler un petit peu où j'en suis pour que vous ne soyez pas perdus, ceux qui n'auraient pas vu ces vidéos. Mais ceux qui auraient assisté à des séances de l'année dernière ne seraient de toute façon pas perdus parce que je poursuis un peu dans la même direction, et donc il y a des éléments que je vais évoquer et qui seront familiers à ceux d'entre vous qui ont assisté aux séances de l'année dernière. Donc, en fait, l'année dernière, j'avais introduit au sujet de façon assez longue, et c'est seulement vers la fin des séances que je commençais à parler des dossiers mentaux. Donc là, j'ai essayé de rattraper un peu. La notion de dossier mental sert à plusieurs choses, mais une chose à laquelle elle sert, elle est censée correspondre à une certaine représentation mentale que se fait le sujet de quelque chose à quoi il pense ou dont il parle. Et donc, on doit distinguer la chose dont il parle et à quoi il pense et la représentation mentale du sujet, étant entendu que la représentation mentale du sujet, c'est ça qui explique pourquoi le sujet se comporte comme il se comporte. Donc, il y a des cas que l'année dernière j'avais nommés les cas freudéens, où ça apparaît d'une façon particulièrement évidente parce que le sujet a 2 représentations mentales distinctes d'un seul et même objet ou individu, d'une chose qui est la même, et il ne se rend pas compte que c'est la même parce qu'il a ces 2 représentations mentales distinctes. Il pense donc 2 fois au même objet, mais d'une façon en fait contradictoire. Par exemple, il attribue à ce même objet des propriétés contradictoires, et alors qu'il est cohérent et rationnel normalement. Et ce qui explique cela, c'est que sa représentation mentale est cohérente, chacune de ces représentations mentales, mais il y en a 2. Elles ne sont pas cohérentes entre elles, mais pour le sujet, ce n'est pas quelque chose qui lui apparaît parce qu'il s'agit il ne se rend pas compte que c'est un seul et même objet, il croit qu'il y en a 2. Donc c'est dans ce type de cas freudien qu'on est forcé, pour autant qu'on veuille maintenir l'idée que le sujet est un être rationnel et cohérent, le fait qu'il se comporte de façon incohérente en attribuant à un seul et même objet des propriétés contradictoires, on l'explique en disant qu'il a 2 représentations distinctes de cet objet. Et ces 2 représentations, il ne les unifie pas parce qu'il ne se rend pas compte que c'est le même objet. Donc il est cohérent de façon interne, il ne se rend pas compte qu'il y a une contradiction. La contradiction, on ne peut se rendre compte que si on se rend compte qu'il y a un seul objet dans le monde, là où pour lui, il y a 2 représentations dans l'esprit. Alors, l'exemple que j'ai utilisé, même si la dernière fois j'ai indiqué que cet exemple n'est pas complètement satisfaisant par certains aspects, parce qu'il est en fait trop complexe. Si on voulait l'analyser de façon correcte, on devrait introduire des niveaux de complexité, ce que je ne souhaite pas faire, mais je le prends comme exemple en le simplifiant un peu. Je prenais l'exemple d'un critique littéraire qui ne sait pas, avant la mort de Gary, personne ou presque personne ne savait que Romain Gary et Émile Ajar c'était le même écrivain, que Gary écrivait sous le pseudonyme Émile Ajar, c'était un secret bien gardé. Et il y avait des critiques littéraires qui pensaient que Gary était un homme du passé, qui était surfait comme écrivain, alors qu'ils pensaient que Gary était un génie, vraiment l'avenir de la littérature. Donc ces critiques littéraires avaient des attitudes contradictoires vis-à-vis de cet écrivain qui, en fait, il y avait une seule et même personne. C'était la même personne qui avait écrit tous les livres en question, mais eux jugeaient l'écrivain très différemment, suivant qu'il se le représentait comme Émile Ajar ou comme Romain Gary. Et ils pouvaient lui attribuer des propriétés contradictoires, comme le fait d'être un écrivain surfait ou le fait de ne pas être un écrivain surfait, dans le cas de Ajar. Il pouvait aussi avoir des attitudes d'aimer l'un et de ne pas aimer l'autre, etc. Ce n'est pas simplement des choses intellectuelles. Donc il y a des comportements contradictoires dans la mesure où ils sont dirigés vers l'un seul et même objet, mais on restaure la rationalité du sujet en faisant valoir que dans la tête du sujet, il n'y a pas de contradiction, puisque lui-même, il n'y a rien dans la tête du sujet qui représente le fait que c'est un seul et même individu. Et si le sujet se rend compte que c'est un seul et même individu, à ce moment-là, il va arrêter d'attribuer ses propriétés contradictoires. Et donc, ce que tout cela nous montre, c'est qu'il faut distinguer 2 choses, et c'est ça que dit Frege, distinguer la chose à quoi nous pensons, la référence, comme il appelle ça,
l'individu auquel nous pensons ou dont nous parlons, d'un côté, et ce qu'il appelle le mode de présentation, c'est la façon dont nous le représentons. Et dans ces cas fréliens, il y a deux modes de présentation pour un seul et même individu. Donc ça, c'est une chose que je garde dans cette représentation-là. On n'a pas introduit de contradiction. Dans une autre version de cette diapo, j'avais mis du côté Gary, écrivain surfait, du côté Ajar, écrivain génial, quelque chose comme ça, pour obtenir la contradiction. Donc, j'avais dit que je souhaite maintenir cette idée de Frege, la distinction entre ce qu'il appelle le sens et la référence, où le sens, c'est la façon dont la référence est présentée, le mode de présentation, comme il dit, la référence étant l'objet, l'individu auquel on pense ou dont on parle, la chose dans le monde, alors que le mode de présentation, c'est dans la tête. Donc, je pense qu'il faut maintenir cela, et j'ai indiqué que l'alternative, la position, l'autre conception qui est de dire qu'il n'y a pas deux niveaux de sens, deux niveaux de contenu qui sont le mode de présentation ou le sens et la référence, comme dit Frege, mais un seul, on a simplement les représentations, les mots, et puis la référence, et c'est tout. Ça, c'est la position de Bertrand Russell. J'en ai reparlé dans les premières séances, j'en avais parlé l'année dernière. Je pense qu'il faut aller du côté de Frege. On est forcé de faire appel à cette notion de mode de présentation. En plus de la notion de référence, on a besoin de la façon dont la référence est représentée. On en a besoin parce qu'on veut expliquer le comportement des gens, on veut rendre compte de la rationalité des sujets, etc. etc. Donc c'est pour toutes ces raisons-là. On veut pouvoir expliquer ce que font les gens, et quand ils se comportent de façon contradictoire, on veut pouvoir préserver l'idée que ce sont quand même des sujets rationnels. Et on ne peut pas faire ça si on ne suppose pas dans l'esprit des gens des représentations qui guident la façon dont ils se comportent. Et dans les cas fréliens, il suffit de multiplier ces représentations. Donc, on suit Frege, mais le point crucial, c'est qu'on se sépare de lui sur un point, c'est que Frege pensait que la référence, c'est-à-dire l'objet, l'individu auquel on pense ou dont on parle quand, par exemple, on emploie des mots, ou simplement dans son fort intérieur, quand on pense à quelque chose, quand on parle de quelque chose, selon lui, il y a dans l'esprit un certain mode de présentation, une certaine représentation mentale qui se rapporte à cette chose ou à cet individu. Et ce qu'il pensait, c'est que ce qui fait qu'une représentation mentale se rapporte à un individu plutôt qu'à un autre, c'est ce que dans la première séance du cours qui est enregistré, j'ai appelé le problème de la référence, le problème de savoir qu'est-ce qui fait quand nous pensons à quelque chose, que c'est à cette chose que nous pensons et pas à autre chose, c'est ça le problème de la référence. Et la solution de Frege, c'est de dire que ce à quoi nous pensons quand nous pensons, à travers une représentation mentale dans notre esprit, ou ce dont nous parlons quand nous employons un mot, lui-même associé à une représentation mentale dans notre esprit, c'est l'objet ou l'individu qui est conforme à notre représentation mentale. C'est-à-dire, si on voit notre représentation mentale sur le modèle de ces dossiers mentaux ici, il y a des informations dans le dossier, et bien l'individu auquel pense le sujet quand il pense à Romain Gary, ce serait l'individu qui a toutes ces propriétés qu'il y a là. L'individu qui est conforme à la représentation. Donc ça, c'est ce que pensait Frege, et j'ai donné, je l'avais déjà fait l'année dernière, mais j'ai redonné des arguments pour dire que ça, ce n'était pas acceptable. Et j'ai proposé une autre conception où le sujet a bien dans l'esprit une représentation mentale qu'on peut représenter comme un dossier qui contient toutes sortes d'informations ou aussi d'évaluations, où vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le dossier. Donc il y a bien ces riches dossiers d'informations, mais ce qui détermine la référence, c'est-à-dire ce qui détermine à qui le sujet qui déploie ce dossier, qui active en quelque sorte ce dossier d'information, à qui le sujet se rapporte en pensée, à qui est-il en train de penser, ce n'est pas l'individu qui satisfait, qui est conforme à la représentation, qui possède toutes ces propriétés. Ça ne peut pas être ça parce qu'on veut que le sujet puisse se tromper et attribuer des propriétés à l'objet que l'objet n'a pas. Donc, ce qui détermine l'identité de l'objet, ça ne peut pas être le contenu de la représentation, sans quoi le sujet ne pourrait jamais se tromper. Donc, ce qui détermine à qui pense le sujet, à quoi il se rapporte en pensée, ce ne sont pas les représentations dans le dossier, les informations dans le dossier, mais c'est, là vous voyez ce trait qui relie le dossier à Romain Gary, ce trait correspond à une certaine relation où le sujet se trouve vis-à-vis de l'individu auquel il pense. Et les dossiers mentaux sont adossés à certaines relations
aux objets, et ce sont ces relations qui déterminent la référence, qui déterminent à quoi nous pensons ou de quoi nous parlons, au sens où ce à quoi le sujet pense, c'est l'objet, l'individu, etc., qui se trouve, avec lequel il est dans cette relation. L'exemple que j'ai donné, c'est un exemple dont j'avais parlé aussi, qui est un exemple de Donnellan, où quelqu'un voit, des personnes sont en train de converser dans une soirée et en train de faire des commentaires sur quelqu'un qui voit, qui fait des grands gestes, qui parle très fort, qui tient à la main un verre à martini. Et donc, ils font des commentaires à ce sujet, et l'un des deux dit le type qui boit un martini va bientôt renverser son verre. Et il déploie un certain dossier mental, donc il y a cette personne qu'il voit, que lui et son interlocuteur voient tous deux, ils se comprennent très bien, l'autre comprend de qui il parle, et ils ont une petite conversation au sujet de cet individu, c'est à lui qu'il pense, c'est de lui qu'il parle. Ce qui détermine l'individu auquel il pense et dont il parle, ça n'est pas le contenu du dossier mental qu'ils déploient tous deux, parce que ce dossier mental comporte, on le voit parce que ce dossier mental comporte des choses fausses qui ne conviennent pas à l'individu auquel il pense ou dont il parle. Notamment le fait que cet individu boit un martini. Ça fait partie du dossier mental. C'est cette information que le locuteur prend dans son dossier mental pour exprimer et indiquer à l'autre de qui il parle, à qui il pense. Et il emploie la description « le type qui boit un martini » et l'autre comprend de qui il parle. Pourtant, le type en question, c'est ça dans l'histoire de Donnellan, le type en question ne boit pas un martini, c'est de l'eau qu'il a dans son verre. Il tient un verre à martini à la main, mais il boit de l'eau. Donc la description « le type qui boit un martini » est en fait incorrecte. Elle ne convient pas, le type n'est pas conforme à cette description-là. Et ce que dit Donnellan, c'est qu'on peut imaginer qu'il y a caché quelque part dans la pièce derrière un rideau quelqu'un d'autre qui, lui, est en train de boire un martini. Et néanmoins, ce que dit Donnellan, c'est qu'on est quand même en train de parler de ce type-là, ici, celui qui ne boit pas un martini, même s'il n'est pas conforme à la représentation que nous en faisons. C'est lui dont nous parlons, c'est à lui que nous pensons. Pourquoi ? Parce que c'est lui que nous sommes en train de regarder. Nous avons notre attention fixée conjointement sur cet individu, nous le regardons, et c'est parce que nous le regardons, nous sommes en train de l'observer, c'est pour ça que nous avons toutes ces informations dans notre dossier. Ces informations qui sont parfois erronées, comme dans le cas de l'inférence que nous faisons qu'il boit un martini parce qu'il tient à la main un verre à martini. Mais tout ce qu'il y a dans ce dossier mental vient du fait que nous voyons cet individu, nous voyons qu'il est agité, nous entendons qu'il parle fort, nous voyons qu'il porte une chemise à carreaux, etc. Nous voyons ou croyons voir qu'il boit un martini. Donc toutes ces informations-là nous parviennent par la perception. Ce qui nous rend possible de percevoir l'objet en question, c'est le fait que nous le regardons, il est dans notre ligne de vision, etc. Et l'idée, donc, qui correspond à l'esprit de ces théories que je résume, qui se sont imposées au siècle dernier, dans les années 70, l'idée, c'est que ce qui détermine à qui nous pensons, de qui nous parlons, ce n'est pas ce que nous avons dans la tête, ce n'est pas notre représentation, puisqu'elle peut être erronée, ce sont les relations, certaines relations en contexte. Nous avons une personne en face de nous, nous le voyons, et la personne à qui nous pensons, c'est cet individu que nous voyons, que nous percevons, et c'est parce que nous le voyons que nous pouvons avoir ce dossier mental fondé sur la perception sur lui, où nous mettons ces informations que nous acquérons grâce à la perception. Ce qui détermine à qui nous pensons, c'est la même chose que ce qui détermine qui nous percevons. Ce qui détermine qui nous percevons, c'est la personne qui se trouve en face de nous. C'est ça, nous percevons la personne avec laquelle nous sommes dans une certaine relation, qui nous permet de la percevoir. Et donc c'est ça l'idée, c'est que ce sont des relations, un certain type de relations qui déterminent la référence et pas le contenu du dossier mental, ce qui permet au dossier mental d'être éventuellement erroné sans que ce soit un problème, même quand notre représentation est fausse et ne convient pas à l'objet auquel nous pensons quand même à un certain objet. C'est l'objet qui nous est donné dans l'expérience, par exemple, parce que nous le percevons. Et donc ces relations, j'en ai parlé la dernière séance, de la nature des relations qui déterminent la référence. Je les ai appelées suite à la suggestion, il y a eu plusieurs suggestions d'auditeurs l'année dernière que j'ai reprises. En fait, il y en avait deux que j'ai reprises. C'était l'idée d'appeler ces relations les relations épistémiquement profitables, car ce sont des relations grâce auxquelles le sujet est en position d'obtenir des informations sur l'objet. Comme ici, regarder, avoir son attention fixée sur l'objet, le percevoir, permet d'obtenir des informations sur lui, bien entendu.
mais il y a beaucoup d'autres relations qui ont cette propriété de rendre possible un flux d'informations en provenance de l'objet, et ce sont ces relations-là qui déterminent la référence au sens où la personne à qui nous pensons ou dont nous parlons, c'est celle avec laquelle nous sommes dans la bonne relation. Donc j'ai appelé ça des relations infogénératives, décidément. Je dis décidément parce qu'à chaque fois, je me retrouve avec les mauvaises diapos. Et là, bon. Alors. Donc, selon ce que je vous ai proposé, il y a différents types de dossiers qui correspondent à différents types de relations. En fait, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais c'est quand même quelque chose dont je veux dire un mot. Là, l'exemple que je vous ai donné, c'est le cas où il y a quelque chose, un individu que l'on voit, un objet que l'on voit. Dans ce cas-là, on est dans une certaine relation qui rend possible la perception. Et dans ce type de cas, on peut employer un démonstratif, on peut dire ce type. Au lieu de dire le type qui boit un martini, le premier locuteur aurait pu dire ce type. Et il y a correspondant à ces expressions du langage, les démonstratifs comme ce type, un certain type de dossier fondé sur une relation à l'objet qui permet la perception. Mais j'ai mentionné la dernière fois un autre type de dossier qui est associé à une relation très particulière. J'ai mentionné, j'en avais déjà parlé, la relation où l'on est vis-à-vis d'un certain lieu, avec un certain lieu, quand on est dans ce lieu. Relation très importante. Et c'est également une relation infogénérative parce que quand on est dans un certain lieu, on est automatiquement en position d'acquérir des informations sur le lieu où l'on est, là aussi par la perception, puisque quand on est dans un lieu, il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de tendre l'oreille pour apprendre des choses, savoir ce qui se passe dans le lieu en question. Et donc, à cette relation spécifique à un lieu, la relation, le fait de s'y trouver ou d'occuper le lieu en question, correspond à un type de dossier spécifique où l'on met les informations sur le lieu que l'on peut acquérir en vertu du fait que nous nous y trouvons. Et ce type de dossier, qui est un type spécifique, de moins je le suppose, correspond à, dans le langage, un mot comme ici. Un mot comme ici fait référence à un lieu en vertu du fait qu'on l'occupe. Ici désigne toujours le lieu où l'on est. Et de la même façon, il y a une catégorie mentale, un concept, qui est le concept ici, qui se rapporte au lieu où l'on est, et qu'on peut se représenter ce concept comme un dossier mental fondé sur cette relation à un lieu, le fait de s'y trouver, dossier mental dans lequel on met les informations sur le lieu que l'on obtient par le fait de s'y trouver. Donc nous avons des dossiers de type démonstratif, ceux-ci fondés sur le fait que notre attention est fixée sur un objet. Nous avons des dossiers ici fondés sur la relation à un lieu, relation qui correspond au fait que nous nous y trouvons. Et dans les deux cas, il s'agit de dossiers qui sont des dossiers mentaux de courte durée, parce qu'ils correspondent à des relations à l'objet qui sont elles-mêmes de courte durée. Nous bougeons sans cesse, donc nous ne restons pas toujours dans le même lieu. Donc cet endroit, je peux y penser comme ici quand je m'y trouve. Et donc pendant que je m'y trouve, j'ai un certain dossier sûr qui se rapporte à ce lieu-ci, correspondant à cette relation où je suis avec le lieu, mais dès que je quitte la pièce, je ne peux plus me représenter cette pièce comme ici. Donc ce sont des dossiers, disons, de courte durée correspondant à des épisodes, à des moments dans lesquels on se trouve dans la bonne relation avec l'objet. Et c'est pareil pour ceci. Je peux penser à cette bouteille quand elle m'est donnée, quand je la vois, elle est devant moi, je peux dire cette bouteille. Mais si je veux continuer d'y penser pour toujours, disons, j'ai besoin de trouver un autre type de représentation de la bouteille en question. Ça ne pourra pas être le même dossier mental parce que, justement, si ce dossier est fondé sur cette relation transitoire à l'objet, qu'elle est devant moi et qu'il est devant moi et que je le vois, c'est une relation qui ne va pas durer. Donc, il faut un tel dossier, et forcément un dossier de courte durée, et j'ai besoin, pour me représenter des objets de façon durable, éventuellement, d'autres types de dossiers. J'y reviendrai, mais j'ai mentionné la dernière fois un dossier durable très intéressant, j'en ai parlé, c'est le dossier sur soi-même, le dossier ego ou je, moi,
self, enfin, il faut trouver un nom pour ce dossier, mais chacun d'entre nous avons sur nous-mêmes un dossier mental particulier. Et ce dossier mental n'est donc pas du tout transitoire, lui, c'est un dossier tout à fait durable. Il est fondé sur une relation spéciale, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, je ne peux pas en parler trop longtemps parce que j'ai beaucoup à dire aujourd'hui, mais la relation pertinente, c'est l'identité, c'est-à-dire que le sujet, quand il pense à lui-même, à travers ce dossier mental « je » ou « moi », quand il pense à lui-même à travers ce dossier mental, il pense à un objet qui est identique à lui-même. Donc la relation entre le sujet et l'objet ici, ce n'est pas le fait que le sujet le voit, ce n'est pas le fait que le sujet s'y trouve, comme dans les cas précédents, c'est le fait que le sujet est cet individu auquel il pense. Alors vous me direz en quoi cette relation d'identité est comparable aux autres relations dont je parlais. Cette idée de relation infogénérative, c'est l'idée d'une relation qui permet une relation entre le sujet et l'objet qui permet au sujet d'obtenir des informations sur l'objet. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, quand vous êtes une personne, vous pouvez automatiquement, en vertu de cela même, et aussi en vertu de votre équipement cognitif, sensoriel, la façon dont nous sommes faits en tant qu'êtres humains, dès que vous êtes une personne, vous avez la possibilité d'acquérir sur cette personne des informations que vous ne pouvez acquérir sur personne d'autre, ou plus exactement, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes une personne, d'acquérir sur cette personne des informations de l'intérieur. Et vous ne pouvez acquérir des informations de cette façon-là que sur la personne que vous êtes, que sur vous-même. Vous ne pouvez pas acquérir des informations sur les autres gens. C'est impossible. Et les modes d'acquisition d'informations de l'intérieur, dont j'ai parlé la dernière fois, correspondent à des canaux qui nous renseignent sur nous-mêmes, mais qui ne nous renseignent que sur nous-mêmes, qui ne peuvent nous renseigner que sur nous-mêmes, comme je l'ai dit. Et j'ai donné l'exemple de la proprioception, qui nous renseigne sur la position de nos membres de l'intérieur, sans qu'on ait besoin de regarder. Nous savons si nous avons les jambes croisées ou pas, par la proprioception. Et nous ne pouvons savoir ce genre de choses que sur nous-mêmes. On ne peut pas savoir ça sur les autres gens. Les autres gens, on peut se voir s'ils ont les jambes croisées en regardant. Mais on ne peut pas le savoir par la proprioception, de l'intérieur. De même, j'ai mentionné le souvenir. Nous ne pouvons, par le souvenir, obtenir des informations que sur nos expériences passées. Je ne peux pas me souvenir de l'intérieur des expériences passées de quelqu'un d'autre. Il y a des petites complications pour le souvenir, mais peut-être je passe parce que je ne veux pas recommencer ce que j'ai fait la dernière fois. Évidemment, l'introspection. Par l'introspection, vous avez accès à ce qui se passe dans l'esprit de vous-même, dans votre esprit, mais vous ne pouvez pas avoir accès par l'introspection à ce qui se passe dans l'esprit des autres gens, etc. Donc, vous pouvez, par tous ces canaux, en première personne ou de l'intérieur, obtenir des informations sur la personne que vous êtes. Et pour obtenir des informations sur quelqu'un de cette façon-là, il faut être cette personne. Donc, la relation d'identité, où vous êtes vis-à-vis d'un individu, à savoir vous-même, vous permet aussi d'obtenir des informations. Et selon l'hypothèse que je fais, le dossier soi-même, le dossier « je », c'est le dossier dans lequel vous mettez les informations sur vous-même que vous obtenez de cette façon-là. Bien. Et à nouveau, ce qui fixe la référence, ce qui détermine à qui ce dossier sur vous-même, sur votre dossier moi, à quel individu ce dossier se rapporte, eh bien, il se rapporte à l'individu que vous êtes. C'est-à-dire que c'est la relation sous-jacente qui permet l'acquisition d'informations, c'est ça qui fixe la référence. Si la relation est l'identité, ça veut dire que le sujet, lorsqu'il déploie son dossier moi, se représente lui-même, parce que c'est avec lui-même qu'il est dans cette relation d'identité. Et là encore, la référence, ça n'est pas l'individu qui est conforme au contenu du dossier. Et j'ai donné l'exemple du fou qui croit qu'il est Napoléon. Le fou qui croit qu'il est Napoléon, dans son dossier moi, il a plein d'informations qui sont en fait des informations de type j'ai vaincu à Austerlitz, j'ai perdu à Waterloo, etc. etc. Enfin, il croit qu'il est Napoléon, donc son dossier contient des choses
qui sont vrais de Napoléon, mais pas de lui-même. Eh bien, lui, son dossier, quand il pense à lui-même, quand il pense « j'ai gagné à Austerlitz », c'est à lui-même qu'il pense. C'est-à-dire à l'individu avec lequel il est dans cette relation d'identité. S'il ne pense pas à l'individu qui est conforme à son dossier. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très général. OK, et je pense que, et pareil, évidemment, dans le cas de ici, on peut avoir une représentation complètement fausse du lieu où l'on est. Ce qui détermine à qui l'on pense quand on pense ici, c'est le lieu où l'on se trouve effectivement, ce n'est pas le lieu où l'on croit qu'on se trouve. Donc à nouveau, ce n'est pas le contenu du dossier qui détermine la référence comme ce qui est conforme au contenu, c'est la relation sous-jacente qui permet l'acquisition d'informations. Et j'utilise un petit schéma de dossier mental. Ça, c'est le dossier mental. Ça, c'est l'information à l'intérieur. Ça, c'est la relation où nous nous trouvons avec un certain objet. Et ce qui détermine la référence, c'est la relation. C'est-à-dire que nous faisons référence à cet objet O avec lequel nous sommes dans la relation R et non pas à ce qui est conforme aux informations que nous avons stockées dans notre dossier, informations que nous avons obtenues grâce à cette relation. Alors maintenant, je voudrais enchaîner et dire que non seulement les informations dans le dossier ne déterminent pas la référence, c'est-à-dire à qui nous pensons ou de qui nous parlons, puisque ces informations peuvent être lacunaires, erronées, etc. Mais, et ça c'est un élément nouveau, ces informations ne servent pas non plus à individualiser le dossier, ou l'individuer comme on dit en franglais. Par individualiser, on veut dire fournir des conditions d'identité et déterminer quand c'est le même dossier et quand c'est un autre dossier. C'est important qu'un dossier mental ne soit pas défini comme une collection ou un ensemble d'informations sur le référent. Parce qu'un ensemble est défini par ses éléments. Donc si vous changez les éléments, vous changez l'ensemble. Mais dans le cas d'un dossier mental, je veux faire une place à la possibilité notamment de mettre à jour son dossier. Il y a des informations qui vont, qui viennent, etc. Et c'est le même dossier. Donc un dossier doit plutôt être conçu comme un dossier au sens ordinaire, un dossier comme celui-ci, un dossier cartonné. Un dossier cartonné, c'est quelque chose, c'est une chose. On met dedans des informations, mais le dossier existe comme objet individuel, indépendamment des informations qu'on met dedans. Et donc le dossier mental, c'est pareil. Il faut penser au dossier mental comme quelque chose, comme une chose qui a la propriété d'indépendance. C'est un dossier, ça contient des choses, mais c'est indépendant par rapport aux choses qui sont contenues dans le dossier. Et ça veut dire donc que l'identité du dossier n'est pas affectée par des modifications qui interviendraient au niveau des éléments hébergés dans le dossier. Donc il faut penser au dossier comme possédant une identité numérique. On peut avoir ce dossier, on peut avoir un autre dossier numériquement distinct, même s'ils ne se distinguent pas au niveau de leur contenu. Par exemple, ce dossier pourrait être vide, et il pourrait y en avoir un autre qui soit vide aussi. Ce sont deux dossiers distincts, même si au niveau du contenu, ils ne se distinguent pas, puisqu'ils sont vides tous les deux. Ça signifie que, pour employer la terminologie des philosophes, je propose de nous représenter les dossiers mentaux comme des particuliers mentaux, c'est-à-dire des choses qui ont une existence comme chose, comme objet, une existence numérique. Et donc, qu'est-ce qui permet d'individualiser un dossier et de dire quand c'est le même dossier qu'un autre et quand c'est un dossier différent? C'est une question qui n'est pas si facile à résoudre. Je pense que ce qui permet d'individualiser un dossier, ce n'est pas, ça découle de ce que je viens de dire, le contenu, les informations qu'il contient. On peut avoir deux dossiers distincts qui auraient, je reviendrai là-dessus, qui contiendraient les mêmes informations. Ce n'est pas non plus la relation infogénérative sur laquelle le dossier est fondé et qui permet d'obtenir les informations. Parce que, par exemple, vous pouvez suivre des yeux deux objets distincts, avoir deux dossiers mentaux fondés sur la même relation
infogénérative qui est pertinente quand nous représentons quelque chose de façon démonstrative comme cette chose. Nous pouvons suivre deux objets des yeux et avoir une représentation démonstrative de chacun d'entre eux. Ce serait le même type de relation infogénérative qui serait impliquée dans les deux cas. Donc ce serait le même type de dossier, mais l'identité numérique du dossier ne se réduit pas du tout, ne correspond pas au type. On peut avoir deux dossiers numériquement distincts, mais néanmoins du même type. Évidemment, ce n'est pas la référence qui permet d'individualiser un dossier, puisque comme dans le cas de Hajar et de Gary, on peut avoir deux dossiers distincts portant sur le même individu. Il me semble surtout, ce n'est pas non plus une combinaison de ces choses, parce que, et ça c'est beaucoup plus discutable, je pense qu'on peut imaginer deux dossiers distincts, qu'on ouvre deux dossiers distincts qui soient du même type, c'est-à-dire fondés sur la même relation, qui contiennent les mêmes éléments d'information et qui fassent référence à la même chose, et néanmoins qui soient quand même deux dossiers distincts. Alors un exemple de ça, je crois quand même qu'il faudrait... Enfin, à un moment, il va falloir que je change de... peut-être de fichier. Donc l'exemple que je voudrais vous donner, c'est le cas où nous voyons, c'est une expérience que certains d'entre vous ont sûrement faite, nous voyons des écureuils qui se pourchassent autour d'un arbre. Donc un sujet pourrait très bien voir deux écureuils qui se pourchassent, sans se rendre compte que, par exemple, il pourrait voir un écureuil qui tourne autour d'un arbre, en ayant l'impression, parce que c'est une expérience familière, qu'il y a deux écureuils, qu'il y en a un qui pourchasse l'autre, ou qu'ils se pourchassent mutuellement, ce n'est pas très clair. Donc il pourrait y avoir l'illusion, donc là on voit deux écureuils. Si un seul écureuil tourne assez vite, on pourrait avoir l'illusion qu'il y a deux écureuils. Et donc un sujet pourrait très bien ouvrir deux dossiers démonstratifs distincts. Cet écureuil, il voit le premier, et puis cet écureuil, il voit ce qu'il croit être le deuxième, en fait c'est le même. Et dans ce cas-là, il peut ne pas avoir les moyens de distinguer qualitativement un des deux écureuils de l'autre. Il peut avoir les mêmes choses dans son dossier. Alors évidemment, au départ, il y aura quelque chose qui va les différencier. Au départ, il va se représenter le second écureuil comme précisément un second écureuil. Donc il va y avoir un élément de distinction, mais c'est une information temporelle, disons, sur l'ordre d'apparition des écureuils, et cette information, elle est liée au contexte initial de l'apparition des écureuils. Elle peut très bien disparaître dans la suite, le dossier y persiste dans l'esprit. Il y a des éléments qui étaient là à un certain moment et qui peuvent être oubliés, disparaître, être effacés. Donc, en supposant que ce soit le cas, au bout d'un moment, le sujet n'a pas vraiment gardé la trace de l'ordre d'apparition, il a ce qu'il croit être deux écureuils, et il n'a pas d'information distinctive sur l'un ou sur l'autre. Le sujet se retrouve alors avec deux dossiers qualitativement identiques, mais numériquement distincts. Donc, je vais reparler de ce cas, qui est un cas difficile en fait, mais ce que ça suggère, cette possibilité-là, c'est que ce qui permet d'individualiser un dossier, au final, c'est l'événement consistant pour le sujet, à un moment donné, à ouvrir le dossier. Donc, quand vous êtes confronté à quelque chose, comme l'apparition de cet écureuil sur l'arbre, quand vous êtes dans une certaine relation justement infogénérative, c'est-à-dire que vous avez la possibilité sur un objet d'obtenir des informations parce qu'il apparaît devant vous, par exemple, vous ouvrez un dossier. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le sujet a ouvert un dossier quand l'écureuil est apparu, et il en a ouvert un autre une seconde plus tard, quand ce qu'il croit être un deuxième écureuil est apparu. En fait, c'était le même. Donc, il a ouvert deux dossiers, bien que ce soit le même individu, bien qu'il ait la même relation à l'objet en question et les mêmes informations à stocker dans son dossier, il a ouvert les deux dossiers. Et ce que je propose, c'est que ce qui fait qu'il y a deux dossiers, c'est le fait qu'il y a eu deux événements d'ouverture de dossier. Ce qui individualise le dossier, c'est le fait qu'il a pris naissance dans un certain événement d'ouverture de dossier. Et l'autre dossier, le deuxième, même s'il ne se distingue pas du tout du premier, néanmoins, il a, lui, pris naissance dans un autre événement d'ouverture de dossier. Et c'est ça qui permet l'individualisation. Je mentionne ça parce qu'il y a beaucoup de discussions sur ces questions. En particulier, ce que je viens de dire correspond, il y a une théorie des concepts qui ont été faites par ces auteurs, Sainsbury et Tye, dans un livre assez récent,
Et ce qu'ils soutiennent, c'est que là aussi, il y a ce problème de l'individualisation des concepts qui se pose, et eux disent que les concepts sont individualisés par leur origine, par effectivement la naissance du concept, ou disons, le correspondant à l'ouverture du dossier. Quoi qu'il en soit, je voudrais mentionner que dans la littérature pertinente, plusieurs auteurs ont évoqué des situations analogues à la situation des écureuils. La situation des écureuils, d'ailleurs, correspond à un cas qui a été introduit notamment en discutant mes propres travaux par Peter Padin, le philosophe Peter Padin, qui avait un exemple de ce genre. Mais là, j'ai deux exemples tirés de la littérature. Ok, ben je reste avec ça. C'est pas le. Éventuellement, au bout d'un moment, je fermerai l'ordinateur et je continuerai sans avoir l'aide des diapos. Désolé pour ça. Donc, un des auteurs dont je parle, il s'appelle Jonathan Sutton, dans un article, il a fabriqué un exemple à partir d'un exemple de Kripke dont j'ai parlé. Kripke prend l'exemple du physicien Feynman. Et la raison pour laquelle il prend cet exemple Kripke, c'est pour montrer que parfois, on a les capacités de penser un individu dont on ne sait quasiment rien. Et là, ils disent que la plupart des gens connaissent Feynman comme un physicien. Ceux qui en ont entendu parler savent que c'est un physicien. C'est tout ce qu'ils savent. Évidemment, un physicien, c'est quelque chose de très vague. Ça correspond à beaucoup d'individus. Et ça montre, selon Kripke, que ce qui détermine à qui il pense. Pourtant, il pense quand même à Feynman. Et il dit que ce qui détermine à qui il pense, ce n'est pas leur représentation mentale, parce qu'elle est très pauvre dans ce cas. Elle conviendrait à plein d'autres physiciens. Mais ce n'est pas ce qui est important ici. Ce que fait Sutton, c'est qu'il reprend cette idée de Feynman, donc le physicien, en supposant un sujet qui sache seulement de lui que c'est un physicien connu parce que s'il n'était pas connu, le sujet ne connaîtrait pas son nom, il le connaît, donc il sait que c'est un physicien, c'est tout ce qu'il sait. Donc il y a cet exemple de Kripke, et Sutton prend cet exemple et le mélange avec un autre exemple de Kripke qui, lui, est très connu, c'est l'exemple Paderewski. Paderewski, c'est quelqu'un qui a fait une double carrière, une carrière comme musicien célèbre, mais aussi politicien, homme d'État. Et ce que Kripke suppose, c'est que quelqu'un croit qu'il y a deux individus distincts sans se rendre compte que c'est le même, parce que justement, comme c'est deux carrières très distinctes, quelqu'un pourrait croire que c'est deux personnes différentes qui se nomment de la même façon. Donc c'est une sorte de cas frégéen où un sujet mental a deux représentations se rapportant au même individu. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est le même nom qui est associé à ces deux représentations mentales. Donc, Kripke en parle. En tout cas, ce que fait Sutton, c'est qu'il mélange donc les deux cas et il imagine un sujet, dont il appelle Piotr, et qu'il croit qu'il y a deux physiciens Feynman distincts. Pourquoi croit-il ça? Parce qu'il a d'abord entendu parler de Feynman, le physicien, en rapport avec une certaine théorie physique qui lui était attribuée. Et ensuite, il a entendu parler d'une autre théorie physique radicalement différente, également attribuée à Feynman, mais étant donné l'incompatibilité des deux théories, il a pensé, le sujet, qu'il y avait deux physiciens différents portant ce nom Feynman. Il s'est mis ça en tête, c'est peut-être ridicule, mais le sujet a pensé que ça devait être un autre Feynman. Peut-être qu'il y a le père et le fils, ça arrive qu'il y ait des dynasties dans ces domaines aussi. Et donc, Piotr a ouvert deux dossiers mentaux, Feynman 1 et Feynman 2, en quelque sorte. De même que dans le cas de Paderewski, le sujet a deux dossiers mentaux Paderewski différents, se rapportant au même individu. Là, dans ce cas-là, le sujet a deux dossiers mentaux Feynman, se rapportant au même individu, mais pour lui, c'est deux individus différents. Donc on peut effectivement rajouter 1 et 2, parce qu'il a ces deux dossiers mentaux. Et n'étant pas physicien lui-même, le sujet, ça fait partie de l'expérience de pensée, a rapidement oublié les théories physiques associées respectivement à l'un et à l'autre. Donc au départ, il a du contenu différent dans ces deux dossiers, puisqu'il y a deux théories physiques très différentes qu'il associe aux deux noms. Mais au bout d'un moment, il oublie les théories physiques, et finalement, ce qui reste dans le dossier, c'est simplement, comme chez Kripke, l'information physicien célèbre. Donc il a ces deux dossiers Feynman, il y a ces deux Feynman, et dans les deux cas, il pense que ce sont des physiciens célèbres. Et dans ce cas-là, les deux dossiers mentaux ne se distinguent ni par leur contenu, ni par leur référence, ni par le type de relation infogénérative qu'ils exploitent, mais uniquement en tant que particuliers mentaux. Il y a simplement une différence numérique.
Ah, mais j'ai quand même retrouvé. Ça, c'est l'article de Sutton, où il présente cet exemple. Et un autre exemple qui apparaît dans la littérature, un autre article de Jim Pryor cette fois, c'est quelque chose de tout à fait comparable. Sauf que là, ça ne vient pas de la physique. Là, c'est Alice, le sujet. Elle croit qu'il y a deux personnes nommées Bob dans l'équipe de baseball locale, alors qu'en fait, il n'y en a qu'un. Ce qui se passe, c'est qu'elle a rencontré ce joueur 2 fois, elle a rencontré Bob 2 fois, dans des circonstances assez différentes, et elle ne s'est pas rendue compte que c'était le même. Et donc, les 2 fois, elle a appris que le gars s'appelle Bob et qu'il joue dans l'équipe de baseball locale. Et donc, elle a ouvert ses 2 dossiers mentaux sur Bob, ce type que j'ai rencontré, et qui joue dans l'équipe de baseball locale. Mais elle ne se rend pas compte que c'est le même, donc elle a ces 2 dossiers mentaux qui se rapportent au même individu qu'elle a rencontré, et au bout d'un moment, elle a oublié les détails peut-être des différentes rencontres, donc elle a simplement gardé ces 2 dossiers mentaux. Il n'y a plus de différence au niveau du contenu, puisque dans les 2 cas, on trouve le contenu joue dans l'équipe de baseball locale, et nous avons échangé quelques mots, etc. Donc, dans tous ces exemples, on a l'impression que le sujet se trouve dans la même situation que le sujet rationnel dans les cas freudiens, comme dans le cas de Hajar et de Gary. Là, on a un même sujet, le critique littéraire, qui a 2 dossiers mentaux distincts sur le même individu, qui donc peut adopter des attitudes contradictoires vis-à-vis de l'individu en question, parce qu'il se le représente à travers 2 dossiers mentaux distincts. On a l'impression qu'il y a quelque chose du même genre qui se passe dans les exemples que j'ai donnés, à ceci près que la différence, c'est que ici, on a des contenus différents dans les 2 dossiers mentaux distincts. Ça explique pourquoi on se comporte différemment. Dans l'autre cas, il n'y a pas de différence au niveau du contenu. Alors vous me direz, précisément parce qu'il n'y a pas de différence au niveau du contenu, il est tout à fait exclu que le sujet attribue des attitudes contradictoires vis-à-vis de l'un ou de l'autre, puisqu'il se le représente de la même façon. C'est tout à fait exclu. Il ne pourrait pas attribuer à l'un des propriétés qu'il n'attribuerait pas à l'autre, ou il ne pourrait pas avoir des attitudes d'aimer l'un et pas d'aimer l'autre. Ce serait, dans la mesure où le contenu du dossier n'est pas différent, on ne voit pas que ça puisse se produire. Et c'est vrai. Et je pense d'ailleurs qu'il faut donner du poids à cette idée, et j'y reviendrai dans un instant. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui est commun à ce cas-là, le cas des 2 Bob ou le cas des 2 Feynman, et puis au cas Hajar-Gary. Ce qui est commun, c'est une observation que fait Frege, c'est que si on vous dit que Hajar, c'est Hajar, ou que Gary, c'est Gary, c'est tout à fait trivial. Vous savez bien que Hajar, c'est Hajar, que Gary, c'est Gary. Tout objet est identique à lui-même. Si on vous apprend l'identité d'un objet avec lui-même, vous n'apprenez rien. C'est simplement le principe d'identité. En revanche, si vous apprenez que Hajar, c'est Gary, si quelqu'un vous dit Émile Hajar n'est autre que Romain Gary, là, vous apprenez quelque chose. Vous apprenez quelque chose. Et c'est un élément essentiel. Frege nous dit que quand vous avez un énoncé d'identité, comme Hajar et Gary sont la même personne, ou Hajar n'est autre que Gary, vous apprenez quelque chose, et le fait que vous appreniez quelque chose montre que des noms comme Hajar et Gary ne sont pas seulement associés à un individu qui est leur référence, mais ils comportent quelque chose d'autre, ils véhiculent un mode de présentation, et c'est parce que les modes de présentation sont différents dans le cas de Hajar et dans le cas de Gary, bien que la référence soit la même, c'est pour ça qu'on apprend quelque chose. On apprend que le type qui a écrit La promesse de l'aube et le type qui a écrit Gros câlin, c'est la même personne. Donc on apprend quelque chose parce qu'il y a des modes de présentation ou des dossiers mentaux différents associés aux 2 mots. Et ça marche dans les cas où l'identité est informative et où on apprend quelque chose. Ça nous montre qu'il y a des dossiers mentaux différents. Or, dans le cas de Bob ou des joueurs de Feynman ou de Bob, le joueur de baseball, c'est quelque chose de tout à fait analogue qu'on a. Le sujet a 2 dossiers mentaux sur ce qui en fait est un même individu. Donc Alice, elle croit qu'il y a ces 2 Bob dans l'équipe de baseball. Et l'autre sujet, il croit qu'il y a 2 Feynman en physique. Donc le sujet peut très bien s'interroger sur la question de savoir s'ils sont vraiment différents. Il peut se demander, mais est-ce qu'il y a vraiment 2 Feynman ou est-ce que ce serait le même et se poser cette question, c'est précisément s'interroger sur la valeur de vérité d'un énoncé comme Bob 1 égale Bob 2. Le sujet peut se poser la question de savoir si ce ne serait pas le même. Et de même dans le cas de Feynman. Or, selon Frege, le fait de se poser la question, le fait que ce soit informatif d'apprendre que oui, c'est le même,
montre qu'il y a deux dossiers mentaux distincts, deux modes de présentation distincts, sans quoi ce serait trivial et pas du tout informatif. Et donc la situation a l'air comparable. Si vous vous demandez si vraiment il y a deux Feynman, et qu'on vous répond « mais oui, en fait non, il n'y en a qu'un seul », vous apprenez quelque chose. Et ça montre que cet énoncé Feynman 1 égale Feynman 2 est tout autant informatif que l'énoncé Ajar n'est autre que Gary. Donc ça montre qu'il y a un certain parallélisme, et c'est important parce que ça semble suggérer que finalement, ce qu'il y a dans le contenu mental n'est pas si important que ça, puisqu'on peut avoir des cas freudéens, où il semblerait, je vais y revenir dans un instant, alors même qu'au niveau du contenu, il n'y a pas de différence. Les deux dossiers mentaux, sur Bob ou sur les deux Feynman, comportent les mêmes informations. Néanmoins, il y a deux dossiers mentaux dans l'esprit du sujet, et c'est informatif pour lui d'apprendre qu'en fait, il y a un seul objet. Alors, supposez que tout ce que je viens de dire soit correct et que l'information dans le dossier ne joue pas un rôle très important. Ce qui compte, c'est qu'il y ait deux dossiers différents, quand bien même ils contiendraient les mêmes informations. Ça pose un problème pour la position freudienne, si on dit ça. Par rapport à l'autre position alternative, dont je vous rappelle que c'est celle de Bertrand Russell, que j'ai appelée l'année dernière la théorie Fido-Fido. En fait, je devrais, ouais, pas sûr d'avoir. Selon la théorie Fido-Fido, le contenu d'une représentation, c'est simplement ce qu'elle représente. Excusez-moi. Le contenu d'une représentation, c'est ce qu'elle représente, il n'y a rien d'autre à dire, c'est ça le contenu, le sens, si on veut. On n'a pas besoin de plusieurs couches de sens, alors que pour Frege, on a la référence, qui est ce à quoi se rapporte la représentation, ce qu'elle représente, et le mode de présentation, le sens, qui est la façon dont la référence est représentée. Donc on a deux niveaux de contenu pour Frege, un seul niveau pour Russell, la référence. Et l'argument que donne Frege pour son niveau intermédiaire, le mode de présentation, c'est le fait qu'on peut avoir des cas frégéens, des sujets qui se représentent le même objet de deux façons différentes et qui se comportent d'une façon qui correspond à ces deux représentations mentales. Ça montre qu'on a besoin de ce niveau intermédiaire, notamment pour expliquer le comportement. Mais qu'on se représente le contenu comme étant la référence dans la théorie Fido-Fido, c'est ce qui est en rouge, ou comme étant le sens et la référence, comme chez Frege, où on a deux niveaux, dans tous les cas, on doit distinguer le contenu de la représentation elle-même, conçue comme ce qui véhicule le contenu. Donc une représentation, c'est en quelque sorte un véhicule, quelque chose qui a un contenu, qui porte un contenu. Quelle que soit la façon dont on se représente le contenu, il faut distinguer du contenu la représentation qui a le contenu. Par exemple, dans le langage, vous avez des mots. Les mots signifient quelque chose, mais le mot, ce n'est pas la même chose que ce qu'il signifie. Et on peut se représenter la signification de plein de façons, avec des couches différentes, en distinguant sens et référence, ou pas du tout, mais on doit de toute façon distinguer le contenu de la représentation. Et ça correspond... on a la distinction entre, disons, la dimension syntaxique, celle des mots eux-mêmes, articulés dans les phrases, et la dimension sémantique, qui est ce qui est signifié, le sens, le contenu, ou la distinction, comme disait Benveniste, entre la forme et le sens. C'est ça ce dont je vous parle, en parlant de la distinction entre la représentation elle-même comme véhicule, quelque chose qui porte un contenu, et le contenu. Donc on a cette distinction, et cette distinction s'applique à la pensée tout autant qu'au langage, puisque les deux, la pensée et le langage, font intervenir des représentations qui ont du contenu. On a les représentations mentales dans le cas de la pensée, on a les représentations linguistiques, les mots, etc., dans le cas du langage. Alors, la personne qui a le plus mis l'accent là-dessus, c'est le philosophe Jerry Fodor, philosophe de l'esprit, qui, notamment, dans ce livre-là, sur le langage de la pensée, où il a
explorer cette analogie. Et selon Fodor, il y a des représentations mentales, des concepts, ils sont un peu comme des mots, en ce sens qu'ils ont un contenu, et ils se combinent entre eux, ou ces représentations mentales se combinent entre elles, au sein de pensées structurées, qui sont comme des phrases d'un langage de la pensée. Et dans cette perspective qui est celle de Fodor, prenez une pensée comme la pensée que Marie aime Jean. C'est une pensée, elle a des constituants qui sont des concepts, le concept de Marie, Jean, aimer. Ces concepts sont combinés dans cette pensée. Et si vous prenez la pensée que Marie aime Jean et la pensée que Jean aime Marie, ce que nous dit Fodor, c'est que ce sont deux pensées qui ont des constituants en commun, mais combinés différemment. Et on a besoin de rendre compte de ce qu'il y a de commun entre ces deux pensées. Et effectivement, il y a des constituants en commun. Quand vous pensez Jean aime Marie ou Marie aime Jean, vous pensez aux mêmes personnes, etc., à la même relation, mais encore une fois composées de deux façons différentes. D'autre part, quand l'ambiguïté linguistique, quand un mot est associé à des concepts distincts, ça correspond précisément au fait que sur le plan linguistique, il y a un seul mot, mais sur le plan mental, il y a des concepts différents. Donc il y a plusieurs raisons, disons, de postuler quelque chose comme un langage de la pensée. Et on peut considérer dans cette perspective que les dossiers mentaux dont je vous parle sont eux-mêmes comme des mots du langage de la pensée. Quand vous pensez à un certain objet, vous y pensez à travers un dossier mental qui se rapporte à cet objet, et votre dossier mental, c'est ce qui, dans votre esprit, représente l'objet, c'est une représentation, un concept, si vous voulez. Donc, ces éléments ont non seulement la fonction d'emmagasiner les informations disponibles concernant les entités auxquelles ils se rapportent, mais aussi, en tant que particuliers mentaux, de représenter ces entités dans l'esprit, dans la pensée, et d'y faire référence. Donc, selon cette conception qui est la conception fodorienne, les dossiers mentaux considérés comme des particuliers, doués d'une identité numérique, disons, sont des véhicules possédant un contenu, tout comme dans le langage, les mots et les phrases qui sont des formes pourvues de sens. Et quand je dis que ce sont des véhicules qui ont un contenu, ils ont un référent, ils se rapportent à quelque chose dans la réalité, et puis d'autre part, ils contiennent des informations sur le référent, comme on a vu. Mais dans tous les cas, il ne faut pas confondre ces représentations mentales, conçues comme des choses qui existent en elles-mêmes, il ne faut pas les confondre avec le contenu qu'elles véhiculent. Or, une fois qu'on a cette distinction, ça ouvre la possibilité que ce soit ces véhicules, ces mots du langage de la pensée, et non tel ou tel aspect de leur contenu, qui jouent le rôle de mode de présentation tel que défini par la contrainte de Frege. Si on reprend les deux théories, la théorie de Frege, selon laquelle le contenu d'une représentation a deux niveaux, le sens et la référence, la théorie de Russell, selon laquelle le contenu d'une représentation, c'est simplement la référence. Ce que nous dit Frege, c'est qu'on a besoin du niveau intermédiaire à cause des cas frégéens, parce qu'on peut parfois avoir des attitudes contradictoires vis-à-vis du même objet, parce qu'on se le représente à travers deux dossiers différents. Mais la réponse qu'on peut faire à cela, en faveur de Russell, c'est de dire que ce qui joue le rôle de mode de présentation dans les cas frégéens, c'est la représentation elle-même, ce n'est pas un aspect du contenu. Donc même si on pense comme Russell que le contenu, ça n'est rien d'autre que la référence, on peut dire que si le sujet a deux représentations différentes, ça suffit pour créer des cas frégéens. On n'a pas besoin d'ajouter un niveau de contenu supplémentaire parce qu'on a la représentation elle-même comme véhicule. Et il suffit de dire que dans les cas frégéens, comme dans les exemples comme Bob, Feynman, les écureuils, etc., il y a deux représentations distinctes, numériquement distinctes. Ce n'est pas qu'il y ait des différences au niveau du contenu, mais il y a deux représentations numériquement distinctes, et ça peut suffire à induire des attitudes de la part du sujet. Et donc c'est le point sur lequel je voudrais revenir. Il y a un auteur qui a parlé de ça, qui s'appelle Benson Mates. Il avait fait remarquer, il y a longtemps, que l'existence dans les cas linguistiques, l'existence de deux mots différents, même s'ils sont synonymes, peut suffire à induire une différence d'attitude ou de comportement d'un sujet rationnel vis-à-vis
d'énoncés qui ne diffèrent que par la substitution d'un mot à l'autre. Dans les cas traditionnels qu'on discute, c'est des cas avec des noms propres, comme l'énoncé Cassius Clay est un boxeur américain et l'énoncé Muhammad Ali est un boxeur américain. On pourrait imaginer un sujet rationnel qui jugerait que l'un est vrai, mais refuserait l'autre, parce qu'il ne saurait pas que Cassius Clay et Muhammad Ali, c'est la même personne. Donc ça, c'est les cas freudiens traditionnels, deux représentations mentales de ce qui est en fait un même individu. Et ce que nous dit Benson-Mates, c'est qu'on a la même chose. Dès que vous avez deux mots synonymes, un sujet pourrait très bien ne pas se rendre compte qu'ils sont synonymes et avoir des attitudes contradictoires. Alors un exemple qu'on peut donner de cela, c'est un sujet qui se trouverait en face de cette plaque. Et à cause de cette plaque, il pense qu'il y a un ophtalmologiste qui travaille dans cet immeuble. Alors, si on pose la question à ce sujet de savoir est-ce qu'il y a un oculiste qui travaille dans cet immeuble, on peut imaginer un sujet qui, tout en jugeant qu'il y a un ophtalmologiste qui travaille dans cet immeuble, si on lui pose la question est-ce qu'il y a un oculiste dans cet immeuble, il dira j'en sais rien. Ou dira ça m'étonnerait, il y aurait une plaque ou des choses de ce genre. On pourrait très bien imaginer un sujet qui ne se rend pas compte que ophtalmologiste et oculiste, c'est exactement pareil. Un sujet qui aurait deux mots différents et qui ne se rendrait pas compte que c'est la même chose. Alors évidemment, vous me direz, ça ce serait un cas d'un sujet qui ne serait pas compétent linguistiquement. Parce qu'un sujet compétent linguistiquement, il sait ce que c'est qu'un ophtalmologiste, il sait que c'est un médecin des yeux, il sait ce que c'est qu'un oculiste, il sait que c'est un médecin des yeux. Donc normalement, un sujet compétent ne doit pas être dans ce cas. Là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas complètement le langage dont on parle. Mais je ne suis même pas complètement sûr. On peut très bien avoir imaginé un sujet, même si ce n'est pas extrêmement plausible, un sujet qui saurait qu'un ophtalmologiste, c'est un médecin des yeux, et qui saurait aussi qu'un oculiste, c'est un médecin des yeux. Mais il ne saurait pas que ophtalmologiste et oculiste, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il penserait qu'il doit y avoir une différence de spécialité fine entre les deux qu'il ne connaît pas. Et donc ce serait au contraire une raison pour ce sujet. Ce sujet, voyant la plaque d'un ophtalmologiste, se dirait il n'y a sûrement pas un oculiste dans le même immeuble. Enfin, il pourrait avoir des raisons, en tout cas. Donc c'est un cas qui est un peu comme ces cas dont nous parlons, c'est-à-dire que ce serait un cas où la seule possession de deux mots différents, quand bien même il n'y a pas de différence dans ce qu'il met. Il aurait un dossier mental oculiste, un dossier mental ophtalmologiste, un dossier mental sur ses professions médicales. Il n'y aurait pas de différence dans le contenu. Dans les deux cas, il se représente qu'il s'agit de médecins des yeux. Pas de différence au niveau du contenu, mais il y aurait quand même deux dossiers distincts associés aux mots, parce qu'il ne sait pas que ces mots-là sont interchangeables. Et donc, ce genre de cas semble donner raison à Fodor, c'est-à-dire que ce qui joue le rôle de mode de présentation, ce qui permet des cas freudiens, éventuellement, semble n'être pas nécessairement un aspect du contenu des représentations mentales, mais peut-être simplement le fait qu'il y ait des représentations mentales distinctes. Ça peut suffire, de même que le fait qu'il y ait des mots distincts peut suffire dans les cas à la Mates. Et si c'est vrai, à ce moment-là, ça permet de défendre la théorie russellienne en montrant que l'argument des cas freudiens, la nécessité d'avoir un niveau intermédiaire de mode de présentation en plus de la référence dans le contenu, ça ne prouve rien, parce que dans la mesure où de toute façon on doit distinguer la représentation elle-même du contenu de quelque façon qu'on théorise le contenu, peut-être que simplement la multiplicité des représentations mentales suffit à engendrer la possibilité de cas freudiens sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un niveau de contenu spécifique qui serait le mode de présentation. Donc ça, c'est une sorte de réponse qu'il faut prendre en considération à l'argument freudien traditionnel. Alors je voudrais discuter un petit peu cet argument, enfin cette réponse, ce contre-argument, disons, et d'abord reprendre l'exemple de Mates.
Alors, dans cet exemple, contrairement au cas de Feynman, le physicien, et au cas de Bob, le joueur de baseball, dans le cas oculiste-ophtalmologiste, il y a effectivement deux mots différents. Dans le cas de Bob, il n'y a pas de mots différents. Ils s'appellent Bob tous les deux. En fait, c'est le même. Et dans le cas de Feynman, ils s'appellent Feynman tous les deux. Et en fait, c'est le même. C'est comme pour Paderewski. Mais là, on a le mot oculiste et le mot ophtalmologiste. Et donc, on ne peut pas dire que les deux dossiers mentaux, ici, contiennent les mêmes choses, parce qu'il y a une différence. Le dossier 1, le dossier oculiste, contient certes, comme le dossier 2, le dossier ophtalmologiste, médecin des yeux, c'est-à-dire que le sujet sait qu'un oculiste est un médecin des yeux, il sait qu'un ophtalmologiste est un médecin des yeux, ça c'est commun, mais il y a une différence. Dans le dossier oculiste, le sujet s'appelle oculiste, c'est une profession qui porte un nom, et dans le dossier ophtalmologiste, c'est un autre nom. Donc il y a une différence qui est la différence des noms. Et cette différence des noms peut suffire, c'est déjà une différence dans le contenu du dossier, pourrait-on dire. Donc on peut nier que dans ce type de cas, le contenu du dossier soit vraiment le même des deux côtés, de sorte que toute la différence qui explique que le sujet se comporte différemment, l'argument nous disait, la différence vient du fait qu'il y a deux représentations mentales différentes, ce n'est pas lié au contenu des représentations mentales, c'est lié simplement à l'identité numérique. Et en fait, ici, on voit qu'il y a plus que l'identité numérique, il y a une différence de contenu, qui est la différence métalinguistique, le nom qui est donné à cette profession. Et une autre façon de voir le rôle du nom, un peu différente, c'est de dire que ce n'est pas tant que le nom, les deux noms différents ici, déterminent des aspects différents de ce qu'il y a dans le dossier, à savoir nommé oculiste versus nommé ophtalmologiste. On pourrait considérer que les noms associés respectivement à chacun des deux dossiers introduit ces deux noms distincts, cela introduit une différence dans les relations épistémiquement profitables, les relations infogénératives que les dossiers exploitent. Souvenez-vous que les dossiers exploitent certaines relations aux objets qui permettent d'acquérir des informations. Ils les exploitent au sens où, quand on est dans la bonne relation aux objets, il y a un flux d'informations et donc les informations en question vont dans le dossier qui est adossé à cette relation. Et là, on pourrait dire qu'un dossier comme le dossier oculiste, le nom oculiste est en quelque sorte une sorte de relation infogénérative. Grâce à ce nom oculiste, le sujet est en position d'obtenir des informations sur cette profession médicale. Il peut, par exemple, en utilisant le nom, interroger des gens plus compétents, interroger des gens en disant c'est quoi exactement un oculiste. Il peut employer le nom pour obtenir des informations grâce à l'existence d'une communauté linguistique autour de lui. C'est évidemment une façon, il n'y a pas que la perception pour obtenir des informations sur les choses. Vous pouvez utiliser le langage et interroger les gens. Donc la possession des noms, la possession de mots en commun avec les autres gens de votre communauté linguistique est un moyen, un point d'accès aux connaissances accumulées par la communauté linguistique. Donc c'est une source d'information, ce qui fait que le fait de posséder le nom de quelque chose est une relation infogénérative. On peut la considérer comme telle. Et si c'est le cas, ces deux dossiers, le dossier oculiste et le dossier ophtalmologiste, ne sont pas associés à la même relation infogénérative. L'information que les sujets peuvent obtenir sur les oculistes et sur les ophtalmologistes passe par des canaux différents. En employant le mot ophtalmologiste, je peux obtenir des informations. En employant le mot oculiste, je peux obtenir des informations. Et effectivement, le sujet qui ne se rend pas compte que c'est la même profession va mettre les informations obtenues à travers le mot oculiste dans le dossier oculiste, et il va mettre les informations obtenues grâce au mot ophtalmologiste dans le dossier ophtalmologiste, et ça ne va pas forcément communiquer comme effectivement ici ça se passe. C'est-à-dire qu'il sait qu'un oculiste est un médecin des yeux, parce qu'on lui a dit un oculiste est un médecin des yeux, donc il le sait. Et puis on lui a dit aussi qu'un ophtalmo est un médecin des yeux, donc il a mis aussi l'information médecin des yeux dans son dossier ophtalmo, mais il n'a pas pour autant compris que c'était une seule et même chose. Donc on peut considérer soit que la différence des noms introduit une différence dans le contenu du dossier, ce qu'il y a dans le dossier, les informations qu'il y a dans le dossier, il y a une information métalinguistique différente dans les deux cas, soit on peut dire que la relation infogénérative n'est pas exactement la même parce que le nom vous fournit un point d'accès aux informations, et donc ce n'est pas vrai que ces deux dossiers sont qualitativement indistinguables.
il y a des différences entre ces deux dossiers. Donc ce n'est pas juste la différence numérique qui explique les cas freudiens. Alors, dans les autres exemples, comme les écureuils, ou Bob, le joueur de baseball, ou Feynman, le physicien, on n'a pas ce problème parce que les dossiers mentaux qualitativement identiques qui survivent dans l'esprit du sujet sont, 2 sur 3, associés au même nom Bob dans les deux cas, dans le cas de Bob, au même nom Feynman, ou à aucun nom dans le cas des écureuils. Donc on peut dire que dans ce type de cas, ce qui joue le rôle de mode de présentation et explique les cas freudiens, etc., explique la possibilité de comportements différentiels, alors même que c'est un seul et même individu, un seul et même objet auquel vous pensez. On peut dire que ce qui explique cela et ce qui joue le rôle de mode de présentation, ça ne peut pas être un élément de contenu à quelque niveau que ce soit, ni même la relation infogénérative, donc ça doit bien être la différence numérique entre les dossiers conçus dans leur réalité syntaxique, c'est-à-dire comme des mots du langage de la pensée. Le sujet a en quelque sorte 2 mots du langage de la pensée, c'est-à-dire 2 dossiers mentaux correspondant à ce qui croit être 2 écureuils, 2 dossiers mentaux correspondant à ce qui croit être 2 Bob, joueurs de baseball, 2 dossiers mentaux correspondant à ce qui croit être 2 Feynman, physiciens. Et il n'y a pas de différence au niveau de ces dossiers-là, mais il y en a 2. Et c'est simplement cette différence numérique qui explique qu'ils puissent éventuellement avoir des comportements différents, encore que cette possibilité-là, j'ai dit tout à l'heure qu'elle n'était pas évidente et que j'allais y revenir. En tout cas, l'idée, c'est de dire que c'est vraiment la représentation mentale en tant que particulier, en tant que chose possédant une identité numérique, c'est ça qui, au final, va expliquer ces phénomènes sans qu'il soit besoin d'ajouter, comme le fait Frege, un niveau de contenu qui serait le mode de présentation, distinct de la représentation elle-même et distinct de la référence à laquelle la représentation se rapporte. Bon, mais cela dit, je ne crois pas que cet exemple soit probant, pour vous dire, soit vraiment probant, parce qu'en fait, je ne pense pas qu'on puisse avoir un cas freudien avec des exemples comme Bob, Feynman ou les écureuils. Pour la raison que je vous ai dite, parce que le contenu des dossiers était exactement le même, contrairement peut-être à ce qui se passe pour oculistes et ophtalmologistes. Là, il n'y a aucune différence dans ces cas. Il y a simplement 2 dossiers numériquement distincts, et on ne voit pas très bien, puisque les dossiers sont indistinguables, comment le sujet pourrait déployer l'un plutôt que l'autre de façon distinctive pour penser à ce qu'il croit être l'un plutôt que l'autre. Il se représente les 2 objets exactement de la même façon. Donc certes, il a 2 dossiers différents. Il pense qu'il y a 2 objets. Mais comment pourrait-il utiliser un dossier plutôt que l'autre pour penser à un objet plutôt que l'autre, vu que dans son esprit, ces 2 objets, il ne peut pas les distinguer. Il a simplement ces 2 dossiers, mais il n'a aucun élément d'information à quoi s'accrocher. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ça n'aurait aucun sens de supposer, par exemple, que le sujet pourrait aimer un des Bob et pas aimer l'autre. Si on suppose que Alice a exactement les mêmes choses dans ces 2 dossiers. Si, à propos du premier Bob qu'elle a rencontré la première fois, elle a eu un bon contact, le feeling avec lui, et qu'elle l'aime, et pas avec le deuxième, oui, mais à ce moment-là, il y aura une différence dans le contenu des dossiers. Il y aura cette attitude, justement, cette évaluation positive avec l'un, négative avec l'autre. Il y aura une différence. Et à ce moment-là, on comprend qu'elle se comporte différemment. Quand elle rencontre ce qu'elle croit être l'un, elle le bat froid alors qu'elle fait des sourires à l'autre. On comprend. Mais s'il n'y a aucune différence dans le contenu des dossiers, pourquoi se comporterait-elle différemment quand elle rencontre l'un ou l'autre ? Il ne peut pas y avoir de tels comportements. Et il n'y aurait aucune raison pour le sujet, dans le cas de Feynman, d'attribuer une propriété à un des Feynman et pas de l'attribuer à l'autre, vu qu'il ne les distingue pas qualitativement. Donc, ce n'est pas clair que des cas freudiens, qui sont des cas où le sujet adopte des attitudes, des postures contradictoires vis-à-vis d'un seul et même objet, ce n'est pas du tout clair qu'on pourrait avoir ça si vraiment le contenu des dossiers était indistinguable et que la seule différence était une différence numérique. Alors reste quand même l'argument que j'ai donné, qui semble assez fort, qui est que, souvenez-vous, c'est l'argument que, de même que le sujet qui apprend que Émile Ajar n'est autre que Romain Gary apprend quelque chose, et pour Frege, ça montre que
associé au nom Ajar et Gary, il n'y a pas juste l'individu, car ce serait le même individu, à ce moment-là, il n'apprendrait rien, que l'individu est identique à lui-même, c'est quelque chose de trivial. Non, ce qu'il apprend, c'est que ces deux dossiers mentaux se rapportent au même individu. Et ça, ce n'est pas du tout trivial, il apprend quelque chose, le sujet. Eh bien, il semble que quelque chose de même nature se passe ici, même si le sujet qui a ces deux dossiers mentaux n'a aucune différence dans le dossier mental pour les distinguer, même s'il n'y a pas de différence qualitative entre ces deux dossiers mentaux, ce sont deux dossiers mentaux numériquement différents. Le sujet croit qu'il y a deux Bob, le sujet croit qu'il y a deux Feynman, et si on dit au sujet c'est pas vrai, il n'y en a qu'un, il apprend quelque chose. Et donc, est-ce que ce n'est pas la même situation que dans les cas fréliens, où dans les cas fréliens, le sujet a deux dossiers mentaux, et il peut apprendre qu'en fait c'est un seul et même individu et qu'il se contredit et qu'il faut qu'il change quelque chose. Est-ce que ce n'est pas la même situation? Eh bien, je crois que non, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si le sujet a ces deux dossiers mentaux exactement semblables, qualitativement indistinguables, numériquement distincts mais qualitativement indistinguables, comme dans les expériences de pensée de Sutton et de Pryor, ce que je dis, c'est que dans ce cas-là, le sujet, non seulement ne peut pas adopter des attitudes contradictoires vis-à-vis de l'un ou de l'autre, mais il ne peut pas non plus déployer un des dossiers mentaux pour penser à ce qu'il croit être une des personnes, et l'autre pour penser à ce qu'il croit être l'autre, parce que ces dossiers sont indistinguables. Il n'a pas de moyen de distinguer l'un des deux Bob. Donc il a deux dossiers mentaux. Il pense qu'il y a deux Bob ou deux Feynman, mais il n'a pas moyen d'utiliser de façon différentielle un dossier mental pour penser à l'un des Bob et l'autre dossier mental pour penser à l'autre Bob. Il ne peut pas les distinguer. Donc comment pourrait-il utiliser de façon différentielle un des dossiers pour se rapporter à une personne et l'autre dossier pour se rapporter à l'autre? Tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il a cette paire de dossiers et il utilise cette paire de dossiers pour se représenter le fait que dans le monde, il y a deux Bob ou deux Feynman. Mais il n'a pas de moyen de déployer l'un des dossiers pour penser à l'un plutôt qu'à l'autre. C'est ça que je voudrais dire. Et si c'est vrai, ça veut dire que le sujet ne peut pas se représenter ces identités-là. Pour se représenter ces identités-là, il faudrait qu'il puisse déployer le dossier Bob 1 pour penser à ce qu'il croit être Bob 1, et qu'il puisse déployer le dossier Bob 2 pour se rapporter à l'autre, et qu'il réalise qu'en fait, ces deux dossiers concernent la même personne. Mais comme ça se passe dans le cas de Gary et Ajar. Dans le cas de Gary et Ajar, le sujet déploie son dossier Gary, pensez à Gary, il déploie son dossier Ajar, pensant à Ajar, et on lui apprend qu'en fait, c'est une seule et même personne. Et à ce moment-là, j'en parlerai la prochaine fois, il doit y avoir un mécanisme de fusion de dossiers ou quelque chose de ce genre. Mais ici, au départ, le sujet qui a ces deux dossiers ne peut rien en faire parce qu'ils sont indistinguables. Il ne peut pas utiliser l'un pour penser à un objet, l'autre pour penser à un autre objet, parce qu'il ne peut pas faire cet emploi différentiel des deux dossiers. Donc, et je pense que linguistiquement, on a des indications de ça. Tout ce que peut penser le sujet, c'est quelque chose comme les deux Bob ne font qu'un, ou les deux Feynman ne font qu'un, sont un seul et même physicien. Il peut penser, le sujet peut se représenter la cardinalité de l'ensemble des Feynman ou des Bob. Il peut se représenter le fait qu'il y en a deux, le fait qu'il ait deux dossiers mentaux dans son esprit correspond au fait que selon lui, il y en a deux dans la réalité. Il se représente le fait qu'il y en a deux. Il peut faire ça, mais il ne peut pas penser individuellement à l'un plutôt qu'à l'autre, parce que précisément il n'y a pas de différence au niveau du contenu du dossier. En tout cas, cette position que j'avance, je l'argumente sans doute insuffisamment, mais elle est certainement une position sur la table, donc on ne peut pas du tout dire que le contre-argumentaire que je décris contre Frege et pour Russell en disant que ce qui joue le rôle de mode de présentation dans les cas freudiens, etc., c'est le dossier mental lui-même comme particulier mental dans son identité numérique. Cet argumentaire est appuyé par l'existence de cas freudiens où il n'y a aucune différence dans le contenu des dossiers, ce sont des dossiers qualitativement indistinguables mais numériquement distincts, et néanmoins il y a la possibilité de cas freudiens ou d'identités informatives comme celle-là, et je pense qu'en fait ça n'a pas été montré. Il n'est pas du tout clair qu'il y ait réellement dans ces cas-là possibilité de cas freudiens, d'attitudes contradictoires, ni même de représentation d'énoncés d'identités comme ça, parce que pour arriver à penser une identité comme ça, il faut être capable de déployer le dossier mental pour se rapporter à un objet plutôt qu'à l'autre, et on ne voit pas comment
dans ces circonstances, le sujet pourrait faire cela. Donc, je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il y a ces situations où le sujet a plusieurs dossiers mentaux distincts, qualitativement indistinguables, dont il est vrai qu'un dossier n'est pas individualisé par son contenu, la relation infogénérative, quoi que ce soit, mais il est individualisé comme particulier mental, il a une identité numérique, donc il y a la possibilité d'avoir plusieurs dossiers mentaux, comme dans les exemples de Bob, des écureuils, etc., sur un seul et même objet qui ne se distingue pas qualitativement. En revanche, il n'est pas du tout certain que ce genre de cas puisse donner naissance à des cas freudiens, et donc, si c'est vrai, Freud a raison de dire que pour rendre compte des cas freudiens, des cas où le sujet adopte des attitudes contradictoires vis-à-vis d'un seul et même objet, on a besoin de postuler un niveau qui n'est pas la représentation comme identité numérique d'un mot dans le langage de la pensée, disons, qui n'est pas non plus la référence, parce que ça peut être le même objet dans les deux cas. C'est une différence au niveau du contenu, de la représentation mentale du sujet, et c'est ça qui rend compte du comportement du sujet. Alors, je voudrais, dans le temps qui me reste, indiquer que même si Fodor avait raison, et que même si ce qui joue le rôle de mode de présentation, c'était les dossiers mentaux considérés comme des particuliers, donc comme des entités syntaxiques, des mots du langage de la pensée, des véhicules, il reste que dans la théorie que je vous propose, ces véhicules, les dossiers mentaux, sont caractérisés notamment par les relations infogénératives qu'ils ont pour fonction d'exploiter. Alors, je vous ai dit qu'il y a différents types de dossiers qui correspondent à différents types de relations. Vous avez le dossier ici, le dossier moi, les dossiers démonstratifs, cette chose, etc. Différents types de dossiers qui exploitent différentes sortes de relations. Et alors, je pense que chaque type de dossier véhicule une présupposition, à savoir que le sujet se trouve avec l'entité du monde extérieur à laquelle il pense, quand il déploie ce dossier, dans une certaine relation épistémiquement profitable, dans une certaine relation infogénérative, celle qui caractérise ce dossier. Et cette présupposition, qui va toujours, quand vous déployez un dossier, vous présupposez toujours que vous êtes dans la relation à l'objet qui est pertinente pour ce dossier, cette présupposition, qui est associé au dossier, c'est quelque chose qui est en quelque sorte un élément de contenu. C'est quelque chose qui est indépendant de l'environnement, contrairement à la référence. C'est vraiment associé à ce que vous avez dans la tête. Et ça joue un rôle crucial dans l'explication du comportement. Donc il y a quelque chose qui correspond d'assez près à cette idée de mode de présentation chez Frege. Donc même si on va très loin en acceptant l'idée de Fodor que ce qui compte, c'est que vous déployez un dossier mental et qu'un dossier mental est comme un mot du langage de la pensée, et que parfois vous avez plusieurs mots pour la même chose, donc c'est en gros sa position là. Ce que je voudrais dire, c'est que si ces mots sont des dossiers mentaux associés à certaines relations qu'ils exploitent, à chaque fois que vous déployez un tel dossier, vous présupposez que vous vous trouvez dans cette relation, et cette présupposition joue un rôle important pour expliquer le comportement. Et elle correspond en bonne partie à cette notion de mode de représentation de Frege, et ça ne se réduit pas à l'identité numérique de la représentation. C'est plutôt un élément de contenu. Et je voudrais vous donner un exemple dont j'ai parlé l'année dernière. C'est encore un cas freudien, cette fois dû à David Kaplan. C'est l'exemple du pantalon qui brûle, pour ceux d'entre vous qui ont assisté à la séance où j'en parlais. Ici, on a un sujet qui se voit lui-même dans le miroir, mais ne se rend pas compte que c'est lui-même. Donc, nouveau cas freudien, il voit le type, il y a quelqu'un qui le regarde, donc il est dans la relation infogénérative de regarder quelqu'un, celui qu'il voit dans le miroir, et il pense ce type a le pantalon qui brûle. Ce type, c'est lui-même car il est dans le miroir, mais il ne le sait pas. Donc, le sujet, dans cette circonstance, pense à lui-même, la personne qu'il voit dans le miroir. Il pense à lui-même à travers un dossier mental de type démonstratif, ce type fondé sur le fait qu'il voit la personne, et attribue à cette personne, sur la base de ce qu'il voit, la propriété d'avoir le pantalon qui brûle. Et ce que nous dit Kaplan, c'est que le sujet ne se rend pas compte que c'est lui-même. Et donc le sujet ne croit pas que lui-même, il a le pantalon qui brûle. Donc il croit ce type a le pantalon qui brûle, mais il ne croit pas j'ai le pantalon qui brûle, alors qu'il est ce type. Donc c'est à nouveau un cas freudien, il a des attitudes contradictoires, des croyances contradictoires concernant un seul et même individu lui-même. Il croit de lui-même qu'il a le pantalon qui brûle quand il se représente lui-même sous
le mode de présentation ce type, le type qu'il voit et qui en fait est lui-même reflété dans le miroir, mais il refuse d'attribuer la propriété d'avoir le pantalon qui brûle à lui-même quand il pense à lui-même sous le mode de présentation je. Et dans le cas du mode de présentation du dossier mental ce type, la relation infogénérative pertinente, c'est le fait qu'il le voit, qu'il est en train de regarder le gars, alors que dans le cas, quand il pense « j'ai le pantalon qui brûle », il refuse de le croire, disons qu'il pense « mais non, pas du tout », à propos de lui-même si on l'interroge. Dans ce cas, la relation infogénérative pertinente avec l'objet auquel il pense, c'est l'identité, il est cet objet. Et correspondant à ces deux types de dossiers, qui permettent les attitudes contradictoires, eh bien, il y a cette différence des relations exploitées, relations infogénératives, et correspondant à cette différence des relations, il y a ces différences de présuppositions. Quand le sujet se représente démonstrativement un individu comme ce type, il présuppose qu'il y a un individu devant lui, qu'il voit, qu'il observe. C'est ça la relation infogénérative pertinente. Et ça, le sujet présuppose qu'il y a un individu devant lui qu'il observe. Et cette présupposition joue un rôle dans le comportement. Vous prenez l'exemple de cette bouteille. Je dis que je peux avoir une représentation démonstrative de cette bouteille parce qu'elle est là devant moi et que j'ai les yeux fixés sur elle. Quand je pense cette bouteille est pleine, si j'ai soif, je vais pouvoir agir en conséquence. Puisque je présuppose qu'il y a devant moi une certaine bouteille que je vois, je vais pouvoir tendre la main, la saisir et en boire. Donc mon comportement s'explique, notamment par cette représentation que j'ai de la bouteille comme une chose avec laquelle je suis dans une certaine relation. Cette présupposition correspondant au dossier démonstratif, cette bouteille, la présupposition qu'il y a une bouteille devant moi que je vois, etc., c'est une présupposition qui est vraiment associée au dossier lui-même et qui est indépendante de l'environnement. La même présupposition existerait si je déployais le même dossier dans un environnement où, en fait, il n'y aurait pas de bouteille devant moi parce que je serais en train d'halluciner. Que j'hallucine ou que je vois la bouteille, si je pense cette bouteille, je présuppose qu'il y a devant moi une certaine bouteille. Et cette présupposition explique pourquoi je tends la main pour la saisir si j'ai soif. Et ce comportement, de tendre la main pour la saisir si j'ai soif, sera le même comportement que je sois dans un environnement où il n'y a pas de bouteille et j'hallucine, ou que je sois dans un environnement favorable où il y a une bouteille effectivement devant moi qui va pouvoir effectivement assouvir ma soif. Donc ce qui explique le comportement, c'est quelque chose qu'il y a dans la tête, qui est indépendant de l'environnement, mais qui guide notre action dans l'environnement, et qui réussit à la guider dans les cas favorables, où la présupposition est satisfaite. Mais donc cette présupposition correspond à cette idée de ce qu'il y a dans la tête, de la représentation que se fait le sujet. Et la présupposition que le sujet se trouve dans la bonne relation à l'objet correspondant au type de dossier qu'il déploie, c'est une propriété, c'est quelque chose qui est associé au dossier, cette présupposition, qui correspond à un niveau de contenu qui est toujours là et qui joue un rôle dans l'explication du comportement. Donc même si on suivait Fodor en disant qu'on va uniquement garder les dossiers mentaux qui sont ce qu'il y a dans la tête, les représentations mentales, et puis ce à quoi il se rapporte, et on va dire que le comportement du sujet s'explique par le dossier mental lui-même dans son identité numérique, indépendamment de tout élément de contenu autre que la référence, je ne pense pas que ça peut réussir parce que dans le dossier mental lui-même, il y a cette propriété-là qui est la présupposition concernant la relation à l'objet, qui est en quelque sorte un élément de contenu qui se trouve dans le dossier mental et qui correspond à cette idée freudienne du mode de présentation, c'est-à-dire d'un niveau de contenu qui est dans la tête, qui est indépendant de l'environnement et qui explique la façon dont le sujet se comporte. Et dans le cas comme j'ai le pantalon qui brûle, c'est cette différence aussi, le fait qu'il y ait ces différentes présuppositions de relation à l'objet auquel le sujet pense, c'est ça qui explique que le sujet ait des attitudes différentes vis-à-vis de ce qui est en fait un seul et même objet. C'est parce qu'il y a des représentations différentes. Ces représentations correspondent minimalement à ces présuppositions concernant les relations
dans lesquelles le sujet se trouve vis-à-vis de l'objet. Et je pense que l'explication psychologique, quand on explique le comportement en faisant appel aux représentations mentales, donc c'est quelque chose qui doit être indépendant de l'environnement, puisqu'encore une fois, le sujet peut se comporter de la même façon qu'il voit réellement quelque chose ou qu'il hallucine. Et je pense que donc on a besoin d'un niveau de contenu correspondant à l'explication psychologique dans le type de cas que j'évoque maintenant. Et en gros, ça correspond à cette idée freudienne du mode de présentation, d'un niveau de contenu distinct de la référence qui explique les attitudes du sujet, son comportement, et qui ne peut pas se réduire simplement à une entité syntaxique. Il y a forcément un élément de contenu qui est associé, et cet élément du contenu vient notamment de cette présupposition concernant la relation infogénérative. Voilà, je crois que une dernière chose que je veux dire, c'est que il y a une notion dont je n'ai pas parlé, mais j'aurais dû, c'est la notion de contenu étroit. Pour l'explication psychologique, quand on essaie d'expliquer le comportement des sujets, on fait appel à ce qu'ils ont dans la tête. Alors que ce qu'ils ont dans la tête, c'est quelque chose qui est indépendant de ce qui se passe dans l'environnement. Donc vous avez, dans le cas dont j'ai parlé dans les précédentes séances, j'ai parlé de l'expérience de pensée de Putnam avec la Terre jumelle, la Terre et la Terre jumelle, le cas où on a des sujets qui sont dans des environnements complètement différents. Ils ont tous les deux un dossier mental sur ce qu'ils appellent l'eau dans leur environnement, qui sont des planètes différentes. Donc, dans ce dossier mental, on trouve le fait d'être un liquide incolore, une odeur transparente qui se trouve dans les lacs et les rivières étanches, la soif tondue quand il pleut, etc. Ils ont exactement la même représentation mentale, ces deux sujets, Oscar et Toscar, mais ils sont sur deux planètes différentes, et ce qui correspond au dossier mental, disons, dans leur environnement, ce qu'il y a dans les rivières, dans les lacs, etc., c'est du H2O chez nous, mais dans l'eau, sur l'autre planète, c'est du XYZ. Donc c'est exactement le même dossier mental. Néanmoins, la référence, c'est ce qui se trouve dans l'environnement du sujet, c'est quelque chose qui est déterminé par les relations du sujet à ce qu'il y a autour de lui. Ce n'est pas déterminé par le contenu du dossier mental qui est le même pour ces deux sujets. La référence, c'est des choses différentes. Oscar, quand il pense à travers ce dossier mental, pense à l'eau, H2O. Toscar, quand il pense à travers son dossier mental, il pense au liquide qu'il y a dans son environnement à lui, et ce n'est pas le même environnement. Donc on a cette chose qui est la référence qui dépend de l'environnement, et qui fait partie de ce qu'on appelle le contenu large de ces représentations. Ces représentations se rapportent à différentes choses, un liquide différent du liquide auquel se rapportent les représentations de Oscar. Néanmoins, le contenu des représentations mentales, le dossier mental est exactement le même qualitativement pour les deux. Et ce qui est important, c'est que le comportement des sujets va être exactement le même dans les deux cas. C'est-à-dire que s'ils ont soif, ils vont faire la même chose, ils vont faire les mêmes gestes, etc. Le comportement dépend de ce qu'il y a dans le dossier mental, alors que la référence, ce à quoi se rapporte, ce qui est la cible du comportement ou ce à quoi se rapporte le dossier mental, ça dépend des relations du sujet aux choses qui se trouvent dans son environnement. Donc je pense qu'on peut garder en gros cette représentation qui est en partie issue de Frege parce qu'on a cette distinction entre ce qu'il y a dans la tête, le mode de présentation, la représentation mentale, ce qu'il y a dans le monde, la référence à quoi se rapportent nos représentations mentales. On garde ça, on garde l'idée que le comportement est déterminé par le contenu de la représentation mentale, et la seule chose qu'on abandonne chez Frege, c'est l'idée que la référence serait déterminée par le contenu de la représentation mentale. Et on dit non, la référence est déterminée par les relations où nous nous trouvons vis-à-vis des objets qui nous entourent. Voilà. Merci.